Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue sur VOA Afrique. Aujourd'hui, nous recevons Philippe Lacotte, réalisateur et producteur de films documentaires et de fiction franco-ivoirien. Il vit présentement à Paris, d'où il nous rejoint pour parler de sa carrière et de son tout dernier film, La Nuit des Rois, réalisé entièrement à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Bonjour Philippe Lacotte, comment ça va? Bonjour, comment allez-vous? Ça va bien? Ça va très très bien. Et chez vous, comment on se porte à Paris par ces temps de confinement? Ben, ça va, c'est l'été, hein, donc Paris est un peu vide, et puis c'est un été un peu particulier, mais me concernant, c'est plus une préparation de festival et de finalisation de films. Très bien. Alors tout de suite, on va sauter dans le vif du sujet. Philippe Lacotte, une enfance dans les rues d'Abidjan, avant de se lancer dans le cinéma. Parlez-nous un peu de ce temps-là. Ben, j'ai grandi à Abidjan, j'ai grandi dans un quartier populaire, une banlieue qui s'appelle Le Pougon. Voilà, donc c'était une enfance vraiment très intéressante. Très heureuse, qui tournait beaucoup déjà autour des salles de cinéma. Donc les salles qu'on a connues en Afrique dans les années 80, c'est-à-dire voilà, les films de Bruce Lee, les films indiens, Bollywood et tout ça. Voilà, donc c'est là que j'ai attrapé un peu ce virus du cinéma. Bon, à l'époque, j'imaginais même pas que le métier de réalisateur ça existait, hein, mais voilà. Le seul métier que je connaissais, c'était projectionniste, puisque c'est celui qui passait les films. Et donc, c'est le premier métier que j'ai fait, et puis progressivement, je suis rentré dans le cinéma comme ça. Alors, donc, on quitte cette enfance, on embrasse le métier pleinement. Euh, C'était quoi le premier contact direct, la main dans le cambouis, comme on dit, avec le cinéma? Quelle était la première expérience? En tant que cinéaste, comme je te disais, donc projectionniste d'abord, j'ai commencé, j'ai commencé à Toulouse, hein, dans la ville de Toulouse, hein, dans un petit cinéma à Raysay qui s'appelle toujours le Cratère. Donc c'était un cinéma qui était très assez pointu dans sa programmation, qui invitait pas mal de réalisateurs, qui venaient faire des débats, des réalisateurs internationaux, des réalisateurs français, des réalisateurs de tous les pays. Et donc là, c'est là que j'ai appris déjà à projeter un film, à regarder un film une dizaine de fois pour aller voir telle séquence, donc à regarder le montage, à écouter des réalisateurs. Et puis c'est un cinéma aussi où beaucoup de jeunes étudiants en cinéma de Toulouse, il y avait une école de cinéma, il y a toujours une école qui s'appelle Les Sables. Il y a beaucoup de jeunes de cette école qui venaient voir des films dans ce cinéma. Et c'est comme ça que progressivement, j'ai commencé à les côtoyer, on a monté une équipe, et j'ai tourné un premier court-métrage 95-96 qui s'appelle Somnambule. De façon un peu plus précise, qu'est-ce qui plaît autant à Philippe Lacotte quand il s'agit de cinéma? Bon, c'est un lieu, pour moi, le cinéma, c'est pas seulement un métier. Bon, d'abord, c'est une passion, hein. Je revendique ce mot d'amateur. Amateur, ça veut pas dire qu'il ne sait pas, mais amateur au sens premier, qui veut dire qui aime, hein. Voilà. Donc, c'est pas qu'on n'est pas professionnel, mais je pense que pour moi, c'est la passion d'abord. C'est-à-dire que je suis pas un mercenaire du cinéma. Je peux pas partir sur n'importe quel film, je peux pas partir sur n'importe quelle histoire. J'ai une manière de travailler. Et c'est dans cette manière-là que j'arrive à donner le meilleur de ce que je sais faire. Donc le cinéma, non seulement c'est une passion, mais c'est un lieu. Au départ, c'est la salle de cinéma qui m'a donné envie. En fait, quand j'étais enfant, ma maison était collée à un cinéma. Voilà. Donc quand ma mère devait aller faire des courses et tout ça, c'était plus facile pour elle de me balancer dans la salle et de me récupérer minutes après. Donc ce qui fait que je voyais jamais les films de manière entière. Je voyais toujours des bouts, et ça se sent encore un peu dans la construction de l'équipe des amis. Voilà. Et donc, pour moi, le cinéma, c'était un lieu de vie, c'était un lieu où on passait du temps avec les amis, c'était un lieu où on fumait sa première cigarette, où on embrassait sa première copine. Voilà. Donc, le cinéma, c'est un lieu dans lequel je me sens bien, et c'est à partir de là, à partir de ces histoires que j'ai vues sur les écrans, que je me suis dit, mais ça pourrait être un métier. Voilà, c'est comme ça.
En tout cas, je fais un peu le parallèle, donc babysitté dans les salles de ciné, et puis je regarde un peu aussi de l'autre côté. Ça me fait penser à Quentin Tarantino, qui a vécu aussi sa vie plus ou moins son amour pour le cinéma dans ces fameuses discothèque, voilà, où on vend où ils vendaient les cassettes, les vidéothèques. Et donc, comme ça, il se prend un peu d'amour. Il devient en fait un expert à force de regarder plusieurs fois les mêmes films. Il connaît. Et donc, est-ce que, en tant que cinéaste, en tant que réalisateur, ce côté un peu, cette capacité à observer, à analyser, est-ce qu'elle représente quelque chose? C'est beaucoup. C'est pour beaucoup dans qui est le réalisateur Philippe Lacotte aujourd'hui? Elle est très importante pour moi parce que j'ai pas fait d'école de cinéma. Je viens de la linguistique au départ, donc après, ayant déjà fait des études de linguistique, quand j'ai décidé vraiment de faire du cinéma, j'avais pas encore le courage et j'ai pas été pris aussi dans l'école, la seule école que j'ai tentée qui était l'INSAS à Bruxelles. Et donc, ça veut dire que je me suis formé par des livres, par des films surtout, et par des échanges avec certains collègues, avec certains collaborateurs. Voilà, donc à partir de là, regarder des films, effectivement, en tant que projectionniste, c'est le meilleur endroit. C'est le meilleur endroit parce que vous pouvez revoir le même film 10 fois, puisque vous le passez 10 fois. Donc vous pouvez regarder le film à un moment pour le montage, à un autre moment pour la musique. Moi, ça m'arrivait de rentrer dans la salle, de quitter la cabine et de rentrer dans la salle pour une séquence précise que j'aimais bien. Voilà, donc on rentre comme ça en affinité avec le film, on rentre en affinité avec le matériau, en affinité avec certains réalisateurs aussi, qu'on commence à suivre. Parce que quand le cinéma fait un cycle Almodovar, en un mois, en 3 semaines, vous découvrez Almodovar, vous découvrez Cassavetes, tout ça c'est des noms que je connaissais pas. Je venais d'un cinéma populaire, que j'aime toujours, et du coup j'ai rajouté un peu le côté cinétique. Et du coup, qu'est-ce que ça fait, quel regard on a lorsqu'on regarde un film ou quand on approche le cinéma avec cette vue un peu encyclopédique? Comment on approche justement un réalisateur et le film, le style de film d'un réalisateur? Comment on arrive à décomposer ça pour recomposer ensuite son propre style? Mais au départ, ça dépend par quel film on rentre déjà. Par exemple, si vous découvrez John Cassavetes, si vous commencez par Shadows, ou si vous commencez par Une femme sous influence, vous n'aurez pas le même regard en rentrant. Donc si vous rentrez par le bon film, c'est-à-dire souvent le premier, souvent le premier, comme Shadows par exemple de Cassavetes, là vous commencez à comprendre que il y a une évolution de style, que le monsieur il part du noir et blanc, qu'il arrive à la couleur. Vous voyez qu'il y a des auteurs, il y a des acteurs qui sont récurrents. Gina Roland, Peter Falk, Ben Gazzara qui reviennent. Donc vous voyez que ce rôle-là, il est joué par tel acteur dans tel film, et puis dans tel il a un second rôle, et puis dans tel autre film il est le rôle principal. Et donc si vous voulez vous former avec tout ça, ça veut dire que pendant que vous êtes projectionniste là de Cassavetes là pendant 2 semaines, ça veut dire qu'il faut aller lire des choses aussi à côté. Voilà. Et c'est là que vous commencez à comprendre, ah ouais, ok, donc les critiques, ils voient ça comme ça, vous revenez, vous revoyez le film, voilà, c'est un aller-retour permanent qui est toujours fabriqué sur la passion. Voilà, c'est comme ça. Alors, du coup, Somnambule, Affaire Lebinski, Le Passeur, The Rebel Ghost, donc des courts-métrages. Et qu'est-ce que ça t'a appris, tous ces courts-métrages? Les courts-métrages, c'est vraiment l'école, hein, c'est vraiment l'école du cinéma, hein, c'est-à-dire que aujourd'hui, les réalisateurs en font moins. Mais ça, les courts-métrages que tu viens de citer en plus, Somnambule, c'était un film en 16 mm. Le Passeur et Lebinski sont des films en 35 mm, c'est-à-dire que tu travailles avec de la pellicule, tu travailles avec une caméra pellicule. To Repel Ghost, c'est un peu plus tard, donc c'est un film en numérique. Donc voilà, tout ça, ça nous fait voyager dans des formats différents. Affaire Lebinski, par exemple, c'est un film qui est fait à partir de photogrammes. C'est-à-dire qu'on a travaillé avec un appareil photo, comme l'a jeté de Chris Marker. C'est comme un ciné-roman. Voilà. Donc en fait, tous ces courts-métrages-là m'ont permis, en fait, d'explorer des choses, d'expérimenter. C'est ça l'objectif des courts-métrages, hein. Et de passer du temps avec des acteurs. Parce que quand vous êtes réalisateur, vous tournez, en court-métrage, vous pouvez tourner
10 jours tous les 2 ans, ou tous les 3 ans, ou tous les 4 ans. Ça suffit pas pour connaître les acteurs. En tournage, ça va assez vite. Donc, en fait, tous ces courts-métrages permettent de chercher son style. Voilà, tous ces 3 premiers courts-métrages, Somnambule, Le Passeur, Affaire Levinsky, ont été faits en France, hein. Mais je sentais bien que c'était pas totalement mon territoire, le cinéma. Voilà. C'est-à-dire que je tournais en France, mais je tournais dans une sorte de monde qui était pas nommé. Voilà. Voilà. Donc des histoires un peu fantastiques comme ça dans un monde qui était pas nommé. Et parallèlement à ça, j'ai commencé à faire un travail de reporter avec la caméra aussi. Et en 2002, quand je suis arrivé en Côte d'Ivoire pour faire un film sur un ami d'enfance qui avait été tué par la police. Et 3 jours après mon arrivée, il y a eu la rébellion, 18 septembre 2002. Et là, j'ai commencé à filmer mon quartier, donc le Coudon, sous ce couvre-feu. Et là, c'est là que j'ai trouvé vraiment le territoire de l'endroit où je devais raconter les histoires. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous avez découvert là-bas? Ben, c'est-à-dire que tout d'un coup, toutes les expériences que j'avais, qui étaient des expériences très proches du reportage, donc de l'actualité, c'est-à-dire j'avais travaillé en tant que reporter radio, c'est-à-dire filmer de l'immédiat, filmer de l'événement, voilà, sortir au jour le jour avec sa caméra, en même temps filmer soi-même, donc avoir une écriture comme ça presque de journal intime, c'est-à-dire avec une voix off, on est soi-même la caméra, et donc être confronté à ce social, être confronté à ce politique, ben je sentais que là j'étais sur mon terrain et que j'étais pas obligé maintenant de raconter une histoire qui se déroulait nulle part, mais je racontais une histoire qui se passe un peu. 2014, Run, premier long métrage et beaucoup de succès un peu partout. Qu'est-ce que finalement ce premier projet t'a apporté à ta carrière? Run, ça a apporté beaucoup de choses parce que ça a été le prolongement d'abord de tout ce travail, hein, que je fais aussi avec ma collaboratrice qui est Delphine Jacquet, qui m'a accompagné sur l'écriture de ces projets. Parfois on a co-réalisé, parfois c'est elle qui était au montage, parfois elle était à l'écriture avec moi, et c'est elle qui produit La Nuit des Rois. Voilà, donc c'est la somme de travail de toute une équipe, parce que le long métrage c'est un pas qui est assez difficile à franchir. Moi j'ai mis du temps, hein, c'était pas un objectif premier, parce que je produis aussi, je travaille aussi en tant que producteur. Donc faire le long métrage pour le long métrage, non, il faut que ça vienne au bon moment. Donc Run, c'était le bon moment. C'est le fait que le scénario est plu, le fait qu'il a été sélectionné dans différents labs, à Jérusalem Film Lab, à la Télé Ciné Fondation, et qu'après il a été en un certain regard à Cannes, ben c'est une exposition qui est forte, hein, Cannes, et ça faisait 29 ans que la Côte d'Ivoire n'avait pas eu de film sur la croisette, donc du coup ça fait parler de ce film et du réalisateur au niveau de la Côte d'Ivoire aussi, au niveau du continent. Voilà, donc et c'était important de présenter une première écriture, même si aujourd'hui quand je le regarde, je trouve que c'est bien, c'est un premier film, quoi. On peut faire mieux. Certainement quelque chose qu'on pourra remarquer dans justement le film qui va sortir cette année, donc La Nuit des Rois. De quoi ça parle, La Nuit des Rois? La Nuit des Rois, c'est une nuit dans une prison de Côte d'Ivoire, dans la prison d'Abidjan, l'unique prison d'Abidjan qui s'appelle la Maka, et qui est construite au milieu d'une forêt. Voilà. Donc c'est une nuit de renversement de pouvoir. Il y a un jeune homme qui arrive dans cette prison. C'est un jeune pickpocket. C'est la première fois qu'il vient en prison. Et il arrive une nuit de pleine lune. Et il se trouve que dans la tradition des prisonniers, une nuit de pleine lune, c'est la nuit de roman. Donc on choisit un prisonnier qu'on appelle roman, comme un roman. Et on lui demande de raconter une histoire toute la nuit. Et ce prisonnier est sacrifié à la fin de la nuit, dès qu'il a fini son histoire. Et donc ce jeune homme-là va se retrouver pris dans ce rituel, dans ce dispositif, qui est alimenté par des rivalités dans la prison, puisqu'il y a des successions, il y a un chef qui est malade, donc qui va être le nouveau chef, et voilà, il est pris au milieu de ça, et il va devoir
raconter des histoires pendant toute une nuit et il va devoir se libérer par la parole. D'où est venue l'idée? Comment vous arrivez à trouver des idées comme ça originales? Ben, aujourd'hui, je ne cherche plus trop les idées, j'attends qu'elles arrivent. Voilà. Donc j'ai rencontré, quand je faisais Rome, justement, à la fin du tournage, j'ai rencontré un ami d'enfance qui sortait de prison, parce que cette prison est dans mon quartier aussi, au Coudon, voilà, donc c'est un quartier populaire, donc il y a beaucoup de jeunes aussi qui peuvent passer par là, c'est des parcours de vie, hein. Et il m'a raconté cette histoire de roman. Il m'a dit, mais en prison, on choisit quelqu'un, ça va pas jusqu'à la mort, hein, c'est moi qui ai ajouté ça pour dramatiser, on choisit quelqu'un et il est obligé de nous raconter une histoire tous les soirs. Et ce personnage-là, tout d'un coup, je l'ai vu. Voilà, je l'ai vu. Et je me suis dit, mais ça serait vraiment intéressant de construire quelque chose autour de ça. Après, ça prend 2-3 ans d'écriture pour que l'idée se cristallise, pour que l'idée devienne vraiment un scénario, que ça devienne solide. Mais voilà, c'est parti comme ça. En fait, mes histoires, j'aime bien qu'elles partent de quelque chose de vrai. Mais ce qui m'a intéressé dans La Nuit des Rois, c'est pas un portrait social de la prison. C'est pas pour décrire les conditions des prisonniers. C'est pour montrer comment cette prison-là pouvait fabriquer un imaginaire. Voilà. Comment on pouvait fabriquer où que ce soit, comment on peut reconstituer une humanité et comment on peut fabriquer une mythologie. Voilà. C'est plus ça qui m'intéresse. C'est surtout aussi que, en fait, la thématique des prisons, ça fascine l'audience parce que il y a tellement d'histoires, il y a cette notion d'être enfermé, mais cette capacité de se libérer par l'esprit, de pouvoir voyager à travers l'imaginaire, comme vous dites. On pense à Nelson Mandela, on pense à beaucoup d'autres prisonniers célèbres qui arrivaient justement à s'évader de leur chaîne, de se libérer de leur chaîne physique en s'évadant dans l'esprit. Qu'est-ce que le tournage, qu'est-ce que la production de ce film vous aura appris finalement? Ben, ce film était un peu particulier parce qu'il était en réponse aussi à Rome, qui était un tournage très très éclaté sur Abidjan, qui était tourné en pleine crise politique, donc avec des militants sur le plateau, et on bougeait beaucoup, on changeait de lieu. Donc là, on avait envie de se concentrer un peu sur un lieu. Donc ce film était particulier parce qu'il nécessitait vraiment un gros décor, construction d'une prison, donc avec Samuel Tesser, le décorateur, avec Marius Kaba, on a travaillé sur ce décor-là. Et ce qui m'a appris, c'est tout le travail aussi de figurants, parce qu'une prison, c'est une cellule en Afrique, souvent c'est une cellule collective, hein. Dans les prisons africaines, c'est une grande cellule. Là, dans le film, c'est une grande cellule avec 150 personnes, presque en permanence dans le cadre. Hein. C'est-à-dire qu'il y a du monde, il y a du bruit, ça bouge et tout. Voilà, donc de diriger tous ces acteurs-là, parce que c'était pas que les figurants, ils étaient plus que les figurants. De diriger ces acteurs-là, il y avait des danseurs, il y avait des chanteurs, il y avait des pratiquants d'arts martiaux, voilà. Donc tout ça, de créer comme ça une arène, voilà, c'est un travail qui était très difficile mais très intéressant. D'ores et déjà, le film sélectionné dans des festivals prestigieux, en lice pour la Mostra de Venise, le Toronto Film Festival et bien d'autres. Quelle est la carrière que vous espérez avoir pour ce nouveau film que Ron, par exemple, n'a pas eu? Ben, que Ron n'a pas eu. En fait, Ron a été présenté à Cannes. Il a été terminé 2-3 jours avant. Donc après la projection de Cannes, j'ai coupé 4 minutes dans les 12 premières minutes quand même. Voilà. Donc je dirais qu'il y a beaucoup de critiques qui ont vu le film mais qui n'ont pas vu la deuxième version, qui ont vu la première. Donc je dirais un succès critique un peu plus fort et un succès en salle. Mais Toronto Film Festival, Venise, ça me va, hein, ça me va. C'est déjà bien. Vraiment. L'essentiel, c'est que le film trouve son public. Là, on est sur une coproduction avec le Canada, avec la Côte d'Ivoire, avec la France, avec le Sénégal. Donc, c'est une équipe internationale qui a produit ce film avec des esthétiques très différentes que j'ai essayé d'unifier. Et donc, l'essentiel, c'est que le film touche son public sur ces différents continents et arrive à raconter quelque chose de gens. Alors, finalement, Philippe Lacote, quel genre de réalisateur est-ce que vous êtes plus un réalisateur côté technique, toujours derrière la caméra, ou est-ce que vous êtes tout le temps avec vos comédiens, vous dites, écoute, chef op, directeur photo, c'est ton travail, débrouille-toi. Moi, je travaille avec mes acteurs. Les deux. Je suis un réalisateur le métier de réalisateur, en fait, ça
ça fait sortir beaucoup de défauts, hein, donc ça rend un peu insupportable. Voilà. Moi, sur un plateau, je suis un peu insupportable. Voilà. Mais bon, c'est mon métier, c'est comme ça. Puisque je me bats contre le réel, je me bats contre le vent, je me bats contre la voiture qui passe dehors, je me bats avec les acteurs. Donc, je suis un réalisateur qui est très, très proche, qui est au contact. Voilà, qui est très, très proche de ses acteurs. Donc, j'ai mon moniteur avec mon image, comme ça, je me balade avec ça. J'interviens beaucoup sur le cadre, sur comment la caméra doit être placée, comment elle doit bouger et tout. Et la lumière, souvent, c'est quelque chose que je discute avant avec le chef opérateur. Là, c'était Toby-Marie Robitaille, qui est québécois. Et donc, on s'est mis d'accord sur des principes déjà de lumière au préalable. Et donc, ça, c'est quelque chose qui fonctionne. Donc, c'est quelque chose dont je m'occupe moins sur le plateau. Et je m'occupe plus du cadre et de comment la caméra va aller au contact des acteurs. Voilà. Mais ça m'arrive sur la Nuit des Rois. J'étais là 2 heures avant tous les jours pour aller placer chaque accessoire pour voir le savon, où il est, le drap, est-ce qu'il est bien déplié. Voilà. L'affaire est dans le détail. Alors, ça ressemble à quoi une bataille, un combat que Philippe a avec un acteur, par exemple? Quand vous dites je me bats avec un acteur, par exemple, comment vous arrivez à faire sortir ce que vous voulez? C'est dans le sens positif déjà, c'est-à-dire qu'il faut travailler dans une sorte de complicité. Parce que moi, je travaille avec beaucoup de jeunes acteurs. Par exemple, là, Bakary Koné, qui interprète le rôle de Roman, qui interprète le rôle principal. C'est un jeune acteur qui a 21 ans, qui avait jamais joué. Voilà. Donc, il est issu de casting qu'on a fait avec mon directeur de casting, Johan Richemont, dans différents quartiers populaires d'Abidjan. Et c'est comme ça qu'il a été sélectionné. Après, il y a un atelier de 2 mois. Donc, ça permet de se connaître, ça permet d'apprendre le texte. Ça permet de connaître les autres acteurs, de travailler dans un esprit presque de troupe. Et donc, en fait, après, moi, étant scénariste, mes dialogues, ils ont une musicalité particulière. Donc, ce que je vais essayer de faire passer à l'acteur, c'est cette musicalité-là. C'est-à-dire qu'il y a une manière dont j'entends le dialogue. Voilà, je l'entends. Puisque je le joue moi-même avant d'arriver sur le plateau. Comme je l'ai écrit, ben je l'ai fait sonner, je le dis, et je l'entends d'une manière. Et donc, sans transformer l'acteur non plus en marionnette, mais je vais essayer de lui faire passer ce timbre-là, et après, lui, il va se l'approprier. Et le travail, c'est aussi beaucoup de compréhension de texte. C'est de dire, mais attends, pourquoi le personnage, il dit ça à tel moment? Dans quelle situation il est? Dans quelle émotion il est? Voilà. Donc, d'essayer d'avoir toutes les clés pour pouvoir réagir. Ces dernières années, je vais dire même ces dernières 5-10 années, on se rend compte que le continent africain suscite beaucoup d'intérêt pour le reste du monde. Les États-Unis en premier, avec beaucoup de grosses productions qui émulent. On pense tout de suite à Wakanda, Black Panther, qui a mis à jour en fait justement cette diversité, cette beauté en fait qu'on revendique depuis longtemps. Pour toi, c'est quoi faire un cinéma qui parle de nous, qui parle de soi-même, et de sorte que les autres ne se l'approprient pas, mais qu'on puisse le revendiquer nous-mêmes? Aujourd'hui, je pense que tous les problèmes qu'on a sur le continent africain et qu'on a avec le continent africain, le principal problème qu'on a, c'est un problème d'image. Bon. C'est-à-dire que l'Afrique a une très mauvaise image. Même ici en France, qui a un rapport colonial, en Europe, dans beaucoup de pays, l'image de l'Afrique, c'est quand même soit des enfants qui sont en train de mourir de faim, soit des gens qui sont en train de danser et qui ne travaillent pas. Voilà. Et si l'Afrique a cette mauvaise image-là, c'est parce qu'elle ne produit pas assez d'images. Bon. C'est parce qu'on ne montre pas qui nous sommes. Donc c'est peut-être pour des histoires de moyens financiers, mais donc le cinéma peut jouer un rôle très 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 important dans la manière de dire qui nous sommes. Voilà. Donc aujourd'hui, dire qui nous sommes, ça veut dire raconter des histoires qui viennent du continent, raconter des histoires qui sont pas des histoires réductrices. Voilà. Il faut qu'on arrête avec le petit enfant dans son village qui va découvrir la ville et puis qui va aller à l'école. C'est bien, mais aujourd'hui, il y a d'autres contradictions dans nos villes, il y a d'autres portraits, il y a des femmes qui travaillent, qui montent des entreprises, il y a des choses comme ça, il y a des personnages qui sont sortis. Bon, moi, je m'intéresse, comme Djibril Diop Mambéty, plus à des personnages qui sont en marge.
mais il y a des personnages qui sont pas en marge, qui sont dans la société, féminins, des enfants, des jeunes femmes qui sont très 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 intéressants, qu'on peut montrer à l'écran. Et donc ce combat-là, il est sur nos histoires, il est sur nos réalités. Il faut pas qu'on ait honte de notre réalité, de notre quotidien. C'est un quotidien qui est fort. L'Afrique est très 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 le continent africain est très cinématographique, puisque les gens vivent dehors, puisque la vie est dehors. Donc dès qu'on met une caméra dans la rue, on attrape plein de choses, on a plein de figurants tout d'un coup. Voilà. Et surtout, je dirais, faire passer notre imaginaire dans nos histoires. Voilà. Quand je vois Black Panther, je trouve ça dommage qu'on attende Black Panther pour découvrir nos richesses, parce que c'est un petit conte de fées qui est fait de très 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 loin. Voilà. Et qui, pour moi, montre l'Afrique, donne une image positive de l'Afrique, mais n'est pas raconté par un imaginaire africain, est raconté par un imaginaire hollywoodien. Alors, c'est quoi le rêve de Philippe Lacote pour le cinéma africain aujourd'hui? Le rêve du cinéma, pour moi, le rêve, j'ai eu la chance de côtoyer pas mal de réalisateurs africains. J'ai eu la chance de côtoyer des gens comme Souleymane Cissé, des gens comme Abderrahmane Sissako, ou des réalisateurs caribéens comme Raoul Peck, et beaucoup d'autres réalisateurs du continent que j'ai croisés, que j'ai côtoyés en tant qu'assistant de production au sein d'une structure qui s'appelait Atria. Et aujourd'hui, le rêve du cinéma africain pour moi, c'est de trouver une économie qui serait pas trop chère et qui pourrait permettre à des jeunes de produire régulièrement. Parce que si vous regardez aujourd'hui la carrière de nos réalisateurs sur le continent, en fait, il y a des réalisateurs qui ont eu beaucoup de talent, mais il n'y a pas assez de films, il n'y a pas assez de production régulièrement. Donc quelqu'un